Bonjour, pour ce 6e numéro de Bulle de Vie, votre magazine santé et bien-être, je remercie tout d'abord Guillaume Vacronier de nous accueillir ici à la ferme de la Mazera à La Laigne. Et aujourd'hui, on va parler d'activités sportives, la marche. Donc la marche nordique avec Audrey Bogo, bonjour. Bonjour. Et la marche aquatique avec Olivier Fesquet. Bonjour. Bonjour. Audrey, vous êtes coach en marche nordique depuis quelques mois maintenant, Oui. Au sein du club de Courson, le club d'athlétisme AC2A. Et donc, vous aviez eu l'occasion d'animer des ateliers lors d'anciennes activités professionnelles, des activités de marche active. C'est ça. Et vous pratiquiez également la marche nordique à titre personnel avant de vous lancer dans l'aventure du coaching en club d'athlétisme. C'est exact. Ouais. Et vous, Olivier, on peut dire que vous baignez dans le sport depuis plus de 10 ans maintenant. Oui. Et vous êtes aujourd'hui directeur du centre aquatique de Châtelaillon-Plage. Ce centre propose diverses activités aquatiques, dont la marche aquatique. Alors, j'ai vu et entendu aussi qu'on pouvait appeler la marche aquatique. Alors, il y a longe-côte, marche en eau de mer. Vous avez choisi d'appeler la marche de l'empereur. Alors, d'où ça vient ce nom ? Alors en fait, c'est une association d'idées, la marche de l'empereur. La première idée, c'est l'oiseau emblématique de l'Antarctique, le manchot. Les manchots, donc l'empereur, on avait pensé à ça. Ensuite, on a la deuxième idée, c'est par rapport au film, La marche de l'empereur, on a sorti donc, cette activité juste après le film. Donc on a pensé à ça. Et puis après, la troisième idée, c'est le clin d'œil qu'on a voulu faire à Napoléon Ier. Parce que vous savez qu'il a marqué notre territoire et il a fini ses quelques jours en France. Il est passé par la France en fait et l'île d'Aix et ensuite après il a été exilé sur l'île de Sainte-Hélène et en fait notre activité elle se déroule face à l'île d'Aix. Donc on a voulu faire un petit clin d'œil en associant tout ça, toutes ces idées et on l'a appelé la marche de l'empereur. Voilà. Et la marche nordique, Audrey, ça vient d'où ? Alors ça vient des pays du Nord où les personnes pratiquaient le ski de fond et pour pouvoir continuer également l'été, ils ont inventé la marche nordique, tout simplement, pour continuer l'entraînement. Et en termes de public, qui fait de la marche nordique ? Alors c'est tout public, ça peut toucher toutes les personnes, des enfants jusqu'aux centenaires quasiment, puisqu'aujourd'hui on a une population vieillissante qu'il faut continuer à entraîner sportivement pour qu'ils puissent vieillir sereinement. Et donc, on touche toutes les populations. Et pour la marche aquatique, comment ça se passe ? Nous, après, on prend à partir de 18 ans, parce qu'on veut que ce soit une activité pour adultes. Déjà, pour évoluer dans un groupe, on ne peut pas avoir des tailles différentes, puisqu'on le verra, je peux vous l'expliquer, mais par rapport aux hauteurs d'eau, pour constituer un groupe, il faut à peu près qu'il y ait une homogénéité dans les tailles. Donc on ne peut pas avoir un petit enfant et un adulte. Et puis ensuite, il y a quand même de l'eau froide, donc ça fait des freins. Hein, donc on préfère que ce soit une activité pour les adultes. Donc de 18 ans jusqu'à 77 ans et plus. Après, il n'y a pas de contre-indication, au contraire. Et la marche aquatique, on la pratique essentiellement en eau de mer ou on peut la pratiquer autrement ? Alors on peut la pratiquer partout en fait, du moment que le sol est à peu près à la même profondeur, puisque s'il y a des creux c'est plus compliqué. Après les effets sont plus positifs dans l'eau de mer, donc plus de bénéfices pour la santé. Oui, parce que j'ai vu qu'on pouvle la pratiquer en lac par exemple. Oui, tout à fait, parce qu'après il y a le massage de l'eau qui vient apporter des bénéfices pour le corps. Mais l'eau de mer, c'est un élément supplémentaire qui est positif. Et la marche nordique, on peut la pratiquer partout ? On peut la pratiquer partout. Par contre, au niveau des côtes françaises, il y a des endroits où on ne peut pas pratiquer la marche nordique par rapport au bâton. Le fait de ne pas abîmer le littoral, tout simplement. Donc, il suffit de se renseigner auprès des mairies à savoir si oui ou non on peut aller se balader, par exemple, sur les côtes bretonnes ou pas. Après, on peut le pratiquer effectivement partout. L'idéal, quand même, c'est de se retrouver sur des chemins ou de terre, ou ce que j'appelle moi des chemins blancs, pour que le bâton puisse
accrocher le sol. Sur la route, c'est pas l'idéal. Et on peut la pratiquer toute l'année? On peut la pratiquer toute l'année. Il faut y mettre dehors et supporter le froid quand même l'hiver. Et effectivement, actuellement, on a une petite baisse de fréquentation au niveau du club, mais c'est normal. Là, les beaux jours reviennent et certaines personnes vont revenir sur les beaux jours pour pratiquer un peu plus. Oui. Et est-ce qu'il y a des contraintes particulières justement pour la pratique de la marche aquatique? C'est en toute saison? Comment ça se passe? Alors nous aussi, on le fait toute l'année parce que c'est bon pour la santé. Lutter contre le froid, ça permet aussi de perdre beaucoup de calories. On dit qu'un quart d'heure de marche aquatique, ça correspond à 1 heure de jogging. C'est des faits avec le nombre de calories qui ont été calculées. Donc c'est vraiment une activité qui peut se pratiquer toute l'année. Et au contraire, même l'hiver, on va dire que c'est encore plus agréable. Et combien de temps ça dure une sortie à peu près? 45 minutes pour nous, l'activité dure 45 minutes. Oui. Et en marche nordique, on sort combien de temps? Ça fait à peu près combien de kilomètres? Alors, entre 1h30 et 2h, et selon la vitesse du marcheur, on peut aller de 6 km jusqu'à 8, 9, 10 km. D'accord. Et je m'adresse à vous, Olivier. Je vois quelquefois l'été des personnes qui marchent dans l'eau à hauteur à peu près mi-mollet. Est-ce qu'on peut considérer que c'est du longe-côte? Alors, de toute façon, la marche aquatique, d'habitude, c'est vrai qu'elle se pratique lorsque la hauteur d'eau est à 1 mètre, enfin, au niveau de la poitrine. Après, pour faire varier les plaisirs, on peut faire des sorties de l'eau, des entrées dans l'eau, faire varier la hauteur d'eau parce que les résistances vont être différentes. Si vous, par exemple, vous marchez avec de l'eau au niveau des cuisses, vous allez accélérer peut-être le pas, donc vous allez avoir plus de vitesse, mais en même temps vous allez avoir toujours cette résistance, vous allez être un peu plus en puissance. Donc le cœur va être un peu plus sollicité. Ce qui fait que tout est intéressant, quoi. Marcher à 1m30, on est plus porté. Marcher en fait avec de l'eau au niveau des mollets, ça va être peut-être un peu de force, un peu de résistance. En même temps, on va pouvoir marcher un peu plus normalement, quoi. Voilà. Donc tout peut se pratiquer, quoi. Voilà. Oui, il n'y a pas forcément la hauteur au niveau du plexus, quoi. On peut marcher dans l'eau à n'importe quelle hauteur voilà. Après, au niveau du corps. Il faut, comme on dit, il faut varier parce qu'en fait, il faut quand même avoir de l'eau jusqu'à la poitrine, ça peut être intéressant. Si toute la marche se déroule au niveau des genoux, le travail ne va pas être le même que si on fait varier les hauteurs dans la sortie. Voilà. D'accord. Audrey, j'ai ramené des bâtons pour pouvoir expliquer en fait en quoi consiste la marche, comment on la pratique. Parce que donc là, on a un bâton de marcheur de randonnée, et puis donc avec un pic au bout. Et puis ici, les bâtons de marche nordique, toujours avec un pic au bout. Alors, qu'est-ce qui différencie ces deux bâtons? Comment on pratique la marche nordique en fait? Alors, ce qui différencie ces bâtons, normalement, c'est au niveau de la matière. Les bâtons de marche nordique sont faits en carbone, tandis que les bâtons de randonnée sont faits en aluminium et sont donc plus lourds. En fait, ils servent à se stabiliser, ces bâtons de randonnée. On n'est pas obligé d'en avoir deux, on peut pratiquer avec un seul bâton. Tandis qu'en marche nordique, on a forcément 2 bâtons pour pouvoir créer l'impulsion, pour gagner en vitesse. De plus, donc, ils sont faits en carbone, donc ça veut dire qu'ils sont légers, mais ça permet d'absorber les vibrations du sol, mais aussi à les conserver, parce que ces toutes petites vibrations qui sont imperceptibles vont permettre de combattre l'ostéoporose, notamment, et de densifier l'ossature. Et au niveau des bâtons de randonnée de montagne, c'est vraiment uniquement pour un appui et une aide. Oui. On voit des fois des marcheurs avec l'embout, enfin là je ne les ai pas amenés, mais
à quoi il sert cet embout qu'on met sur les bâtons de marche nordique? Alors normalement, il sert déjà pour protéger la pointe, ça évite de se blesser ou de blesser quelqu'un. Ouais. Et on va s'en servir quand on va marcher sur du béton, par exemple. Après, moi, je sais que je les utilise quasiment plus aujourd'hui. Je le fais directement au niveau des pointes, puisque le tampon permet effectivement de ne pas abîmer la pointe sur le béton, mais en même temps, c'est pas très stable puisque ça peut déraper. Ouais. Donc moi, après, je le conseille pas sur route. Il faut vraiment que ça soit exceptionnel. C'est pour ça qu'on choisit des chemins où il y a très peu de passages sur béton. Et en termes d'équipement, y a-t-il des équipements particuliers? Est-ce que c'est une activité qui est coûteuse? Non, pas vraiment. C'est pas vraiment une activité qui est coûteuse. Il suffit d'avoir une tenue de sport adaptée, tout simplement. Les bâtons en carbone, il y en a à partir de 20 €. Après, les prix peuvent monter très très haut selon la pratique, mais le minimum de prix, c'est autour de 20 €. Ensuite, il faut des baskets, par contre, adaptées. Ça, c'est important. Il ne faut pas des baskets à semelles lisses. Il faut absolument avoir des chaussures soit type course à pied, soit de trail, ou soit spécifique marche nordique, puisque la semelle est faite différemment. En fait, elle est faite en V dans un sens et en V dans l'autre sens, ce qui permet d'accrocher au niveau de la route. Ah oui, d'accord. Et Olivier, pour ce qui concerne la marche aquatique, en fonction des sorties été-hiver, en termes d'équipement, de quoi a-t-on besoin Alors l'été, en fait, on a juste des chaussons. L'idéal, c'est d'avoir le maillot de bain, éventuellement un t-shirt en lycra pour le soleil, pour ne pas prendre beaucoup de soleil. Et ensuite, l'hiver, on retrouve nos chaussons, une combinaison. Donc ce ne sont pas des combinaisons étanches, on est dans une combinaison néoprène où on sent l'eau, ça pénètre. C'est juste une couche qui permet de ne pas avoir froid. On a des gants et puis éventuellement une cagoule. Donc plus on rajoute d'éléments et plus on est mieux, on peut supporter la température. Après, dès le mois d'avril, mars, déjà on peut se passer des gants, on peut se passer de la cagoule et on garde quand même au moins les chaussons, puisque chez nous, il y a des parcs à huîtres et donc il peut y avoir des huîtres qui roulent et qui pourraient couper le pied. Donc c'est conseillé de mettre toujours des chaussons. Voilà. Ouais. Et en termes de prix, est-ce que c'est une activité coûteuse au final Alors nous, on est sur 9 € la séance. Après, plus on a des forfaits de 5 séances où ça revient moins cher. Maintenant, il y a une location pour la combinaison parce que c'est un coût. Et puis parce qu'on préfère que les gens ils essaient avant d'investir parce qu'une combinaison, ça a quand même un certain coût. Donc, on fait de la location. Voilà. Mais cette location, elle permet vraiment aux gens qui ont envie d'en faire, de continuer, d'essayer, au moins d'essayer. Et ensuite, s'ils le veulent, ils investissent dans une combinaison. Voilà. Ouais. En préparant l'émission, j'ai vu qu'on pouvait, qu'il y avait différents exercices proposés en marche aquatique. Alors j'ai vu marche rentrée, coup de pied, marche accroupie. En quoi ça consiste tous ces exercices? Alors, c'est vrai que quand on parle de marche aquatique, c'est pas simplement de la marche où on fait juste que avancer avec ses jambes. On utilise aussi le corps, tout le corps entier, et les bras. Donc en fait, tout le corps est en mouvement. Donc il y a les pas chassés, il y a les marches en arrière, les coups de pied, monter les genoux, les talons-fesses. Tout ce qu'on peut retrouver peut-être dans un club d'athlétisme, de course à pied, on va le retrouver mais dans l'eau de mer. Donc il y a moins d'impact, c'est l'avantage, parce qu'on est dans l'eau, on est porté. Et puis donc on va solliciter les muscles de façon différente. Et ça c'est intéressant. Les pas chassés, on va faire travailler l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Et donc on essaie de varier vraiment les mouvements, donc accroupi pour essayer de travailler plus sur les cuisses, peut-être plus en isométrie, c'est-à-dire avec les muscles qui vont moins s'allonger et se contracter. Enfin, tout ça, c'est des exercices qui vont permettre vraiment d'apporter un bien-être quotidien après dans la vie de tous les jours. Et en termes de technique par rapport à la marche nordique, donc il y a bien sûr l'utilisation des bâtons, mais il y a aussi le terrain, donc en fonction s'il y a des cailloux, s'il est boueux, en pente ou en côte, voilà. Comment on utilise les bâtons, parce que c'est pas évident de savoir en fonction du terrain comment
comment on les manipule? Alors effectivement, les bâtons de randonnée sont utilisés en règle générale avec une technique particulière, hein. On a vraiment une technique au niveau de la marche nordique, au niveau du planté de bâton. Après, au niveau des terrains, on est en règle générale sur du terrain plat. Pour autant, on peut très bien rencontrer effectivement des côtes ou des zones un peu boueuses. Donc au niveau des zones boueuses, la seule consigne, ça va être de ralentir le mouvement et en cas de chute, ouvrir les mains. Ça va éviter de se casser les poignets. Au niveau d'une côte ou d'une descente, la consigne va être la suivante pour monter, d'avoir toujours un bâton de planté dans le sol. Pour la descente, ça va être la même chose. Selon la descente, ça va être soit de mettre les bâtons en arrière, parce que si on les met en avant, on risque de basculer et d'aller se cogner la tête ou de se planter le bâton directement dans l'estomac. Donc, c'est pas intéressant. Et au niveau des descentes un peu plus raides, faire comme au ski, se mettre en escalier et descendre de cette manière-là, mais toujours en ayant un bâton de planté automatiquement. Jamais les bâtons en l'air. Oui. On va parler maintenant des bénéfices pour la santé. On sait que la marche, il y a beaucoup de vertus. La particularité de la marche nordique pour la santé, c'est quoi? Alors la particularité, le fait d'utiliser des bâtons vont permettre de s'appuyer dessus et de faire basculer légèrement le haut du corps vers l'avant. Ça veut dire qu'au niveau du dos, on va détendre et on va pouvoir moins s'appuyer sur le dos et sur les lombaires notamment. Ensuite, au niveau du travail, le corps est sollicité complètement du haut jusqu'au bas. Il y a un travail également de coordination. Et la différence avec la marche même active, c'est qu'il va y avoir la propulsion au niveau des bâtons quand effectivement on utilise la technique. Une fois qu'on a intégré cette technique, on va pouvoir gagner en vitesse et au niveau cardio, on va se rapprocher d'une course à pied. Ah oui, d'accord, oui. Ok. Oui, j'ai même entendu dire que pour les sportifs blessés, les personnes qui font du running, la marche nordique est une bonne alternative pour se remettre sur pied. Pour se remettre sur pied et puis ne surtout pas perdre le rythme. Parce que quand on arrête de courir et qu'on reprend quelques temps après, on se rend compte qu'on a tout perdu, que ce soit au niveau cardio, au niveau de la respiration. La marche nordique permet effectivement de pallier à ça. Au-delà de la blessure, ça peut être tout simplement des personnes qui font du running et qui veulent faire une petite pause et se calmer au niveau du temps, au niveau de l'hiver ou de l'automne et se calmer un petit peu effectivement. Ouais. Et Olivier, le fait de pratiquer en haute mer, est-ce qu'il y a des vertus particulières à marcher dans l'eau? Ah oui, bien sûr, les bienfaits de la mer, on en parle. S'il y a tant de thalassothérapie, c'est que c'est bon pour la santé. C'est vrai que la mer apporte du sodium, du potassium, du calcium, et tout ça va pénétrer dans l'organisme à travers les pores de la peau, surtout qu'en plus on est en activité physique, donc on transpire un petit peu, donc tous ces échanges se font encore de mieux. Et puis, il va y avoir une régénérescence, vous parliez tout à l'heure de l'ostéoporose. Mais pareil, du coup, ça va faire du bien par rapport aux os. Régénérescence des cellules musculaires. On va aussi raffermir la peau parce que l'eau de mer va gommer en fait, les imperfections, ce qui fait que ça va raviver en fait, l'épiderme. On va avoir également en fait, une meilleure circulation lymphatique. On va être plus résistant au froid, plus résistant dans la vie de tous les jours aux petites maladies, et puis une meilleure circulation sanguine. On a un retour veineux qui va se faire automatiquement parce que déjà il y a la marche, hein, on est sur des appuis aussi, un peu comme la marche, et puis il y a le massage de l'eau, avec la pression de l'eau qui va être plus forte au sol, un peu moins en surface, donc on a un retour veineux vers le cœur, donc on améliore cette circulation. Et puis après, l'eau de mer, elle contient aussi de l'iode. Et l'iode, c'est bénéfique pour la santé parce que c'est un carburant pour la thyroïde. On en prend tous les jours qu'il y a des gens qui ont des problèmes de thyroïde. Et là, en fait, ce carburant va aider les glandes thyroïdiennes à réguler en fait, les hormones et l'énergie dans le corps, quoi. Voilà. Et justement, pour avoir tous ces bienfaits, en termes de fréquence, qu'est-ce que vous conseillez ? Alors la fréquence, je dirais que plus on en fait, mieux c'est. Maintenant, il ne faut pas tomber après dans le surentraînement, mais rien qu'une fois par mois, pour cette activité-là particulièrement, elle est bénéfique. D'autant plus que c'est un moyen de se rencontrer, de cohésion et de solidarité vraiment dans le groupe, parce qu'on est en pleine mer et que les gens s'entraident beaucoup. Et c'est intéressant.
Et vous, Audrey, qu'est-ce que vous conseillez en termes de marche nordique, en fréquence Moi, au-delà de la fréquence, alors nous, on propose 3 séances par semaine. Donc, je dirais qu'une séance par semaine, ce serait déjà très bien. Mais au-delà de ça, c'est plutôt une question de régularité. Puisque quelqu'un qui va venir en début de saison 3 fois par semaine et qui va beaucoup s'entraîner, qui va s'arrêter et qui va revenir au beau jour et qui va vouloir refaire la même chose, c'est pas bon. Donc, la régularité est importante au niveau de la marche nordique. Ouais. Et est-ce qu'il y a des contre-indications à la marche nordique ? La seule contre-indication, ce serait quand on a une tendinite. Là, il faut faire attention par rapport à ça, que ce soit au niveau du poignet, au niveau de l'épaule, au niveau du coude. Après, ce n'est pas interdit de la pratiquer, mais dans ce cas-là, la technique, on va la laisser un petit peu de côté pour éviter de solliciter ces points-là. Oui. Et Olivier, est-ce que la pratique de la marche en eau de mer, est-ce qu'il y a des contre-indications ? Alors nous, on demande un certificat médical chaque année. On s'appuie sur la Fédération de randonnée pédestre qui, eux, font un certificat médical pour la randonnée tous les 3 ans, me semble. Mais pour la partie aquatique, parce qu'ils l'ont repris, en fait, la Fédération de randonnée a repris un petit peu la marche aquatique, ils le demandent chaque année. Et je crois que c'est utile parce qu'on est vraiment en milieu naturel, on est dans de l'eau de mer qui est froide, ce qui fait que nous, on préfère que les gens fassent un bilan avec un médecin. Et du mois d'octobre, du mois de novembre jusqu'au mois d'avril, on impose et on leur demande de faire un certificat médical. Ouais. Voilà. Et en termes de sécurité pour animer des sorties, est-ce qu'il y a des contraintes particulières en termes de sécurité ? Alors, on n'a pas les mêmes obligations entre les associations privées et le public. En tout cas, nous, pour notre part, il nous faut un maître nageur, donc une personne qui est diplômée d'État. Il faut également un BNSSA, donc c'est un surveillant de baignade, c'est ceux qui surveillent les plages l'été. Et nous, on a limité, en plus des recommandations qui sont faites, on a limité à 25 personnes le groupe. Voilà, donc c'est des groupes de 25 personnes avec 2 encadrants diplômés. Ouais. Et en marche nordique, est-ce qu'il y a des contraintes parce que bon, là en mer, on peut comprendre qu'il y ait un maître nageur, etc. Mais en marche nordique, en marche nordique également, puisque les coachs doivent être formés donc par la FFA, puisqu'on est affilié à la FFA. Et c'est eux qui nous forment en tant que coach. Donc c'est une formation qui a été rénovée il y a peu de temps. En tout cas, moi, celle que j'ai passée l'année dernière durait en tout et pour tout 5 jours. Donc c'est quand même un investissement. Et au-delà de ça, on doit passer également ce qu'on appelait anciennement l'attestation de formation au premier secours avec les pompiers. Donc il y a déjà tout ça à faire. Et ensuite, au niveau de la marche à proprement parler, chaque coach a son petit sac à dos avec à l'intérieur sa trousse de secours pour pouvoir agir en cas de problème. Au-delà de ça, ce qu'on demande aux participants, c'est de venir avec une tenue adaptée, ça c'est évident, mais également de venir obligatoirement avec de l'eau. Ça c'est le minimum, juste de l'eau. D'accord. Olivier, vous m'avez dit que vous aviez été amené à augmenter le nombre de créneaux pour répondre à la demande. Aujourd'hui, où est-ce qu'on peut trouver les informations si demain, une personne qui a regardé l'émission souhaite pratiquer la marche de l'Empereur à Châtelaillon, où est-ce qu'elle peut trouver les infos ? Alors tout est sur le site internet parce qu'en fait on fait paraître toutes les marches à l'avance pour 6 mois. Parce qu'on est soumis au phénomène des marées, donc on ne peut pas y aller non plus quand on le souhaite. Grosso modo, c'est 1 semaine sur 2 où on va avoir la marée haute et au bon créneau horaire. Donc tout est consultable sur notre site internet www.centre-aquatique.com. D'accord. Et vous, Audrey, vous rayonnez dans quel coin pour les sorties, le club de l'AC2A et vous sortez, c'est quel jour les sorties ? Alors, les jours de sortie, c'est le mardi soir, donc de 18h à 19h30. En règle générale, c'est sur Benon. Le jeudi matin, ça va être de 9h30 à 11h. Donc là, c'est en fonction des personnes qui viennent, puisque ce n'est pas forcément des coachs ce jour-là, c'est des représentants du club AC2A qui peuvent être présents. Donc là, ça rayonne entre Courson, Benon, Saint-Sauveur, voilà, ça reste dans ce secteur. Et le dimanche, on essaie de proposer des sorties plus lointaines. Donc là, on peut aller jusqu'à La Rochelle, dans le Marais Poitevin. On propose différentes sorties.
Et une personne qui veut essayer de faire pour une séance d'essai, vous prêtez, comment ça se passe? Est-ce que vous prêtez du matériel? Alors oui, on a du matériel puisque les bâtons il faut en acheter en fonction de sa taille. Donc le jour où les personnes viennent essayer la marche, donc on leur prête des bâtons, comme ça leur permet de vérifier quelle taille il leur faut, et ça nous permet de leur faire travailler un petit peu la technique et la coordination. Ouais. Après, s'ils veulent s'inscrire, il suffit qu'ils aillent voir sur le site internet d'AC2A. Il suffit de taper sur internet AC2A Courson, vous allez tomber automatiquement dessus, nous laisser un message dans la rubrique contact et le président du club nous transférera votre demande. Et à partir de ce moment-là, on va vous proposer un créneau pour pouvoir vous accompagner et plus si affinité. D'accord. Et juste tout à l'heure, vous disiez que pour la pratique, vous pouviez louer de l'équipement, mais quand une personne veut juste faire un essai comme ça, est-ce que vous le prêtez le matériel ou est-ce que vous le louez? Non, on fait de la location parce qu'on a tellement de demandes en fait pour cette activité qu'il n'y a pas forcément de séance d'essai. Donc ils essaient et ils payent une séance. D'accord, voilà. Ok. Dans l'émission, je propose toujours une présentation d'ouvrages. Donc là, je peux proposer la marche nordique, bienfaits techniques et exercices et programmes de Jérôme Sordello et Samuel Bernard aux éditions Amphore. Et La marche en eau de mer, toujours aux éditions Amphore, Alain Thomas et Thierry Roudil pour les auteurs. On arrive au terme de cette émission. Je remercie Guillaume Vacronier de la Masera pour son accueil. Je remercie mes invités Audrey Bogo et Olivier Pesquet d'avoir répondu à mes questions. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie également l'équipe de production d'Onis TV. Et en attendant le prochain numéro, eh bien, prenez soin de vous.